Bonjour à tous, il est 8h10, à quelques jours des élections européennes, alors qu'on n'a, semble-t-il, jamais autant parlé d'écologie dans une campagne. Se tient depuis hier à l'UNESCO un colloque organisé par les jésuites du CERAS. Son thème, quel travail pour une transition écologique et solidaire ? Jusqu'à demain, 70 chercheurs, leaders, associatifs, syndicalistes, représentants d'entreprises et élus vont intervenir pour partager le fruit de leur réflexion, mais aussi leur engagement. Et parmi eux, un prêtre jésuite, économiste et spécialiste des questions de transition. Bonjour Gaël Giraud. Bonjour. Vous êtes donc jésuite, économiste chef à l'AFD, c'est l'Agence française de développement, directeur de recherche au CNRS. Dans une autre vie, vous avez été banquier. Votre prise de conscience écologique, elle date de quand ? Elle date de mon séjour au Tchad il y a une vingtaine d'années. J'ai été envoyé comme volontaire de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, que je ne peux que recommander aux jeunes qui veulent partir s'expatrier au Sud. J'étais prof de maths et de physique dans un collège jésuite et j'ai travaillé avec des enfants de la rue. J'ai fondé là-bas un centre d'accueil pour les enfants de la rue qui tourne toujours aujourd'hui. Et là, j'ai vu comment la désertification du pays progresse à une vitesse fulgurante et va impacter de manière majeure la vie des populations au sud du Tchad. Donc c'est là que j'ai pris conscience sur le terrain, au ras du sol, de la gravité en fait du réchauffement. Alors vous participez, je l'ai dit, au colloque du CERAS qui se tient actuellement à l'UNESCO. Vous êtes intervenu hier sur les grands enjeux du travail pour un monde juste et durable. Le travail peut générer une souffrance sociale, on le sait, cette question est désormais identifiée, même si elle reste insuffisamment prise en compte. Ce qui apparaît surtout dans la trame de ce colloque, c'est que notre travail est aussi à l'origine de graves déséquilibres écologiques et d'agressions sur notre environnement. Alors, vous allez nous expliquer comment notre travail et notre façon de travailler font-ils souffrir la planète ? En fait, nous avons organisé le travail autour, disons, de ce qu'on pourrait dire la maximisation de la productivité du travail, en négligeant complètement le fait que cette productivité n'est possible que si nous prélevons le maximum que nous pouvons en matière d'énergie et de matière, de ressources sur notre environnement et nous rejetons une quantité absolument phénoménale de déchets. Donc cette vision linéaire du monde, qui est la nôtre depuis 2 siècles, au fond, qui a servi de fondement à la révolution industrielle, c'est elle qui détruit la planète et c'est avec elle qu'il faut rompre pour à la fois sauver la planète et sauver le travail. Parce que ce travail-là ne nous rend pas heureux. Souffrance sociale et souffrance environnementale sont liées ? Oui, c'est absolument lié au sens où tout ce qui tourne autour de ce que David Graeber a appelé les bullshit jobs, les boulots qu'au moins un tiers d'entre nous ont, qui n'ont pas de sens, dont chacun se demande lorsqu'il rentre chez lui le soir à quoi ça peut bien servir. Ces boulots-là, c'est des boulots en fait de bureaucrates enfermés dans des bureaux qui ne vivent hors sol que parce qu'on détruit la planète. La possibilité de vivre hors sol, comme celle de beaucoup d'urbains par exemple, qui prennent pas du tout conscience de la manière dont ils impactent leur environnement, n'est possible qu'à la condition d'une destruction de l'environnement. Il faut apprendre à se réconcilier avec notre environnement, avec notre planète, avec la Pachamama, comme dit le pape, et retrouver une manière de travailler qui soit respectueuse des autres, de soi-même et du monde. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir un travail plus respectueux de la nature et de l'homme ? Alors en fait, il faut prendre conscience d'abord, je crois, de la gravité de ce que nous faisons à la planète. Il faut quand même rappeler, je suis un peu désolé de dire ça, c'est pas très réjouissant le matin, mais il faut quand même rappeler que nous sommes embarqués aujourd'hui sur une trajectoire qui nous emmènera à plus 4, plus 5, peut-être même davantage degrés Celsius d'augmentation de la température sur la planète à la fin du siècle. Ça veut dire une concentration en dioxyde de carbone d'environ 1000 ppm, ce qui veut dire le cerveau humain perd en moyenne 20% de ses facultés. Autrement dit, tous nos enfants seront idiots à la fin du siècle, si on continue. Même les gosses de riches qui iront se cacher dans les ghettos en Suède. Premièrement. Deuxièmement, la Banque mondiale prévoit 5 milliards de personnes qui auront la malaria en 2050. Donc vous et moi, nous aurons une probabilité assez forte d'avoir la malaria en 2050. Troisièmement, 2 milliards de réfugiés, etc., etc. Ça veut dire que si on veut continuer à avoir des travaux, des boulots décents, voilà, et un travail qui nous rend heureux, qui nous épanouit, qui nous socialise, il faut absolument à la fois rompre avec ce modèle productiviste qui détruit la planète et qui nous détruit, nous préparer, nous adapter au réchauffement climatique et réduire nos émissions de CO2. Comment on fait ? En gros, le diagnostic qui a été posé hier à l'UNESCO, c'est, et qu'on a rappelé hier soir avec Vandana Shiva au Centre Sèvres, aux facultés jésuites de Paris, c'est en fait, il faut rompre avec l'idée que le travail est une marchandise privée, qu'on pourrait échanger sur un marché au même titre qu'on échange des cigarettes, et que le travail, en fait, c'est un commun. C'est une ressource rare
dont il faut prendre soin et dont il faut qu'une communauté tout entière se saisisse. De la même façon qu'on prend soin de l'eau, de Exactement. l'air. Enfin, on Exactement. devrait prendre Tout à soin fait. de l'eau, de l'air. Voilà. Il faudrait prendre soin du travail. Tout à fait. Ça, c'est pas prendre soin de l'humain, tout simplement. Exactement. Ça revient au même. Ça revient à prendre soin de l'humain, mais ça exige de reformuler complètement une partie des cadres, y compris juridiques, avec lesquels nous fonctionnons aujourd'hui. Pour prendre un exemple très concret, on a eu un débat en France l'an dernier autour de ce qu'on a appelé la loi Pacte, qui consistait à se dire, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas définir dans le Code civil en France, le Code Napoléon, quelque chose qui serait l'entreprise comme projet d'une communauté d'utilité sociale. Et non plus du tout seulement la société, aux articles 1832-1833, comme simplement la propriété privée des actionnaires détenteurs du capital. Donc ça, c'était un progrès. Ah ben on l'a pas fait. La loi Pacte ne l'a pas fait malheureusement. Elle n'est pas du tout allée assez loin. Mais alors, elle a donné l'occasion d'en discuter, simplement elle ne l'a pas fait. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est cette révolution intellectuelle, spirituelle qu'il faut mettre en œuvre, qui consiste à se dire, une entreprise, c'est pas juste une boîte noire qui produit du cash pour ses actionnaires. C'est une communauté de parties prenantes, d'êtres humains, comme vous et moi, qui travaillent ensemble dans leur environnement écosystémique. Gaël Giraud, là, vous nous parlez de révolution. Et faire la révolution, c'est compliqué. On nous a souvent dit que ce qui est le plus facile, c'était les petits pas. Oui, absolument, il faut faire les deux. Il faut avoir l'horizon lointain révolutionnaire qui bouleverse la société. Et on doit absolument le faire parce qu'on sait aujourd'hui que la trajectoire, la continuation de notre trajectoire nous emmène radicalement dans le mur, vers des effondrements majeurs. Donc on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie d'une visée, d'un horizon révolutionnaire. Mais il faut évidemment incrémenter des petits pas dès aujourd'hui, parce que la vraie révolution, c'est celle des réformes concrètes aujourd'hui. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que si je prends par exemple la question européenne, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment à cause des élections, au fond, nous avons des marges de manœuvre avec les traités européens qui sont extraordinaires, mais que nous n'exploitons pas. Je vous donne un exemple. Allez-y. C'est la règle des 3% du déficit public. C'est bien ou c'est pas bien ? Peu importe si c'est bien ou c'est pas bien. En fait, cette règle, elle peut s'interpréter au sens où la Commission et les traités nous autorisent à négocier le périmètre sur lequel on va calculer les 3%. Lorsque les États ont dépensé des milliards pour sauver les banques, ces milliards-là n'ont pas été comptés dans les 3%. On pourrait décider de ne pas compter les milliards dont nous avons besoin pour les infrastructures vertes, pour sauver la planète et nous sauver nous-mêmes, dans le calcul des 3%. Alors, Alain Grandjean, qui est un ami ingénieur, vient de publier un petit bouquin, préfacé par Nicolas Hulot, où il explique ça. Il a travaillé avec des juristes spécialistes du droit communautaire. Ceci est faisable. Vous n'avez pas besoin de changer les traités, voyez, pour renégocier avec la Commission européenne en disant, écoutez, ça, ces investissements verts, tout le monde en a besoin. La planète en dépend, l'avenir de nos enfants en dépend. Donc ça, on va le retirer du calcul des 3%. Et vous pouvez faire ça sans changer les traités. Gaël Giraud, puisque le constat est connu, puisque on connaît même, vous êtes en train de nous le dire, les recettes pour arriver à cette révolution, pourquoi on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui freine ? Il y a beaucoup de choses qui freinent. Vous avez des tas de raisons. C'est assez compliqué. Je ne peux pas décrire ça en 3 minutes. Moi, je dirais qu'il y a encore une partie d'entre nous qui n'a pas pris conscience de la gravité du sujet et qui continue de croire que l'écologie, c'est un petit sujet marginal parmi beaucoup d'autres et qu'il y a d'autres sujets très importants, le Brexit, que sais-je d'autre. C'est pas important le Brexit ? Si, c'est important, mais beaucoup moins que l'écologie. Enfin, je veux dire, imaginez quand même 2 milliards d'êtres humains qui vont chercher un abri et un refuge sur la planète, ça va être colossal. 2 mètres d'augmentation du niveau de la mer à la fin du siècle. Ça veut dire non seulement que Venise sera sous l'eau, mais une bonne partie du littoral français sera détruite. Il faut prendre conscience de ça. Donc on n'a pas encore pris conscience. Voilà. Certains d'entre nous n'ont pas encore pris conscience. D'autres sont des cyniques qui se disent, bon, c'est un thème médiatique, donc on va pouvoir faire de la com dessus, mais on n'a aucune intention de changer. D'autres encore se disent, ça c'est les plus puissants et les plus riches, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, donc nous on va sauver nos enfants, on va les mettre en Suède dans un ghetto, et puis on va laisser les pauvres mourir la bouche ouverte. Alors ceux-là ont tort, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs enfants également mourront idiots. Mais voilà. Et puis il y a alors une partie d'entre nous, parce que tout ça est extrêmement anxiogène et complètement paralysé, se dit mais moi qu'est-ce que je peux faire par rapport à cet enjeu colossal ? Rien. Donc je préfère ignorer le problème plutôt que de vivre dans l'inconfort psychologique de me dire une catastrophe arrive et je ne peux rien contre elle. Et là l'illusion c'est de croire qu'on ne peut rien faire. En réalité, si on s'y met tous ensemble, on est extrêmement fort pour agir. Alors qui va financer la transition écologique ? Est-ce que les banques sont intéressées ou il n'y a que de l'affichage ? Les banques, non, les banques ont des soucis. Les banques, en fait, sont très fragiles. Elles n'ont pas nettoyé leur bilan depuis la crise de 2008, en vérité, contrairement à ce qu'elles prétendent. Et donc, elles sont encore en train de gérer les soubresauts du cataclysme financier de 2008. Il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans. Et elles sont en train de gérer la prochaine crise qui va arriver, puisque nous n'avons rien fait pour prévenir une nouvelle crise.
L'Union bancaire européenne ne nous protège pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, et par ailleurs, nous avons accumulé des quantités colossales de dettes privées, pas publiques, privées, qui vont nous retomber, nous retomber sur la figure un jour ou l'autre, sous la forme d'une nouvelle crise financière. Donc les banques sont très très occupées par ces questions-là, qui sont des questions d'ultra court terme, qui sont importantes, mais qui n'ont rien à voir. Et on peut se passer des banques ? Non, on ne peut pas se passer des banques. On a absolument besoin des banques dans une société monétaire, dans une économie monétaire. Simplement, il faut réguler la finance de marché pour la remettre au service de la société et de la planète plutôt que le contraire. C'est-à-dire que tout est lié, c'est ça ? On y revient ? Absolument. Ça, c'est ce que dit le pape dans l'encyclique Laudato Si. Il a bien raison. Réguler la finance, apprendre à respecter la planète, c'est ce que nous disions hier avec Vandana Shiva, apprendre à respecter les femmes, respecter les enfants, arrêter de manger de la viande, tout ça c'est lié. Quel est l'échelon idéal ? Pour beaucoup, il faut repartir du local pour faire la transition écologique. On a l'exemple des villes en transition, mais aussi de plein de petites communes qui s'engagent. C'est vraiment par là que ça commence ? C'est indispensable de passer par là, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez, les gestes du quotidien et les initiatives qu'on peut prendre au ras du sol sont absolument nécessaires, mais même avec un héroïsme ascétique incroyable, ce qu'elles vont permettre, c'est de réduire de, disons, peut-être 30% l'empreinte carbone de nos gestes quotidiens. C'est déjà beaucoup, c'est très bien, mais ça ne suffit pas du tout. Ce qu'il faut, c'est viser zéro. Il faut viser la neutralité carbone très très vite. Donc il faut aussi que l'État s'engage. On a besoin que l'État mette plusieurs milliers de milliards d'euros sur la table pour financer les infrastructures vertes, pour qu'on ait uniquement l'énergie renouvelable. En France, en Europe, partout. Il faut fermer nos centrales à charbon. Et donc, il faut accompagner socialement les gens qui travaillent dans ces centrales à charbon. Il faut mettre en place une taxe carbone. Et il faut accompagner socialement les gens qui sont piégés, par exemple en Creuse, parce qu'ils ne peuvent pas travailler sans leur voiture et que si le prix à la pompe à essence explose, ils sont juste coincés. Vous voyez. Donc ça suppose de repenser complètement la politique publique, d'avoir un État stratège qui dit... La transition écologique, c'est mon projet politique, c'est mon projet de société. On n'est pas encore là. On n'en est pas encore là du tout. C'est extraordinairement créateur d'emplois. On revient à la question de l'emploi. Si vous faites la rénovation thermique des bâtiments en France demain, vous créez plusieurs milliers, centaines de milliers d'emplois d'ouvriers qualifiés du bâtiment. À telle enseigne que lorsque, en 2014, on a travaillé sur un plan de rénovation thermique des bâtiments publics en France. Donc la caserne de pompiers à la souterraine jusqu'à la crèche à Ongersheim, la crèche municipale, les entreprises du BTP, du bâtiment qui travaillaient avec nous ont dit surtout n'allez pas trop vite parce qu'on n'a pas assez d'ouvriers qualifiés en France pour le faire. Donc on s'était dit on va proposer au gouvernement de le lancer ad experimentum sur 2 régions où on sait qu'on a les ouvriers et puis 4 ans après on va faire un retour d'expérience et on va l'étendre au niveau national. Et pendant 4 ans, ça aura laissé le temps aux entreprises du BTP de lancer des filières d'apprentissage pour qu'on ait... Encore une fois, tout est lié. Les ouvriers qualifiés. Oui, tout à fait. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est extraordinairement créateur d'emplois. Ça donne du sens. Et on vous a suivi ? Non, on ne nous a pas suivis. Pourquoi ? Ça, c'est compliqué. Je crois que le gouvernement précédent avait très peur de prendre des grandes décisions. Voilà, comme le gouvernement actuel ne les prend pas non plus. Il y a une force d'inertie. Il y a une force d'inertie très grande. C'est un risque. Évidemment, c'est un risque politique. Et tant que vous n'êtes pas convaincu que si on ne le fait pas, c'est la catastrophe, vous pouvez être tenté de ne pas vouloir prendre ce risque politique. Gaël Giraud, nous sommes à 5 jours des élections européennes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. On a rarement autant parlé d'écologie dans une campagne. La conversion des politiques, elle est sincère ? Vous y croyez ? C'est pas clair. Hein, c'est pas clair du tout. Ce qui est clair, c'est que tous les politiques ont compris qu'il faut parler d'écologie pour avoir l'air crédible. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous l'intention vraiment de le faire. Pour s'orienter, ce que je peux dire, c'est qu'il faut regarder quelles sont les mesures concrètes et immédiates que proposent ça c'est les petits pas, la politique des petits pas dont on parlait tout à l'heure, que proposent les différentes listes européennes. Proposer par exemple de ne faire de l'agroécologie que sur 30% des territoires agricoles qui sont aujourd'hui gérés par la PAC, c'est absurde. Parce qu'il faut faire 100% le plus vite possible, en quelques années. La catastrophe qui est devant nous ne nous permet plus de tergiverser et d'attendre. Donc la PAC, il faut la rénover radicalement, de manière qu'on passe directement, très très vite, à de l'agroécologie partout. Mais ça, c'est fait un peu baguette magique quand vous nous disiez ça, non ? Non, c'est tout à fait faisable. On peut le décider ensemble, on peut le décider au niveau européen. En revanche, si on dit, bon, c'est un horizon pour 2035 ou 2025, c'est à peu près pareil, ça revient à dire qu'on ne fera pas grand-chose. Mais là, on a besoin d'hommes politiques courageux et convaincus. Ah oui, tout à fait. Mais pour vous, l'Europe peut être un acteur dans cette transition ? Absolument, c'est un acteur indispensable. Les États sont des acteurs indispensables. L'Europe en est un et le niveau citoyen de la commune, du quartier, de l'éco-village est un niveau indispensable. En fait, tous les niveaux sont concernés avec des modes de responsabilité différents, mais l'Europe aussi, évidemment, a un rôle central à jouer. Comme vous le savez, 80% du droit que nous produisons en France provient de Bruxelles. Donc ce droit peut se mettre au service... Donc ce droit, il faut absolument qu'il se mette au service de la transition écologique, que ça devienne le projet de société de l'ensemble de l'Europe.
Gaël Giraud, vous avez échangé hier soir au Centre Sèvres avec la philosophe indienne Vandana Shiva. Qu'est-ce que la culture indienne a à nous dire sur la transition écologique ? Je crois qu'elle a beaucoup à nous apprendre. La question a été posée à Vandana à la fin de la soirée. Vandana Shiva, c'est une femme qui a une vraie culture de militantisme indien, où elle se heurte au fond à un débat colossal qui agite aujourd'hui la société indienne, qui est-ce qu'on fait la promotion de la prospérité des classes moyennes au prix de la destruction des écosystèmes indiens, ou bien est-ce qu'on prend soin des écosystèmes indiens et des plus vulnérables dans la société, que sont les Dalits, les intouchables. Et donc ce dilemme-là, ce débat-là, disons, déchire la société indienne depuis des décennies. Et Vandana Shiva, elle est là au milieu, sur ce lieu de fracture fondamentale, et elle se bat pour qu'on choisisse la deuxième option. Dernière question, Gaël Giraud, beaucoup observent dans la population, mais aussi chez les jeunes, une angoisse existentielle générée par la crise écologique. Alors, comment concilier cette nécessaire inquiétude, vigilance, et en même temps l'espérance chrétienne ? Alors, l'espérance chrétienne, elle nous dit que l'humain est capable de se convertir, envers et contre tout. Et donc ça, c'est moi qui m'agite, c'est pour ça que je suis là au micro ce matin, sinon je ne serais pas là. Nous sommes tous capables de conversion. L'écologie fait partie de la vocation chrétienne. En Genèse 1, 29, on entend que la création au départ était végétarienne. Tout le monde est végétarien. Nous ne sommes carnivores que depuis quelques milliers d'années, c'est pas beaucoup. On peut très bien revenir là-dessus. On peut très bien apprendre à prendre soin de la planète. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une espèce de mystère. Il faut s'engager, c'est ça ? Il faut s'engager, bien sûr. Tout le monde doit s'engager. Alors pour les jeunes, et je rencontre beaucoup d'étudiants qui sont complètement déprimés, qui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Ce que j'ai envie de dire, c'est premièrement, c'est de vous dont dépend l'avenir. Évidemment, c'est une énorme responsabilité, mais c'est vous l'espoir, y compris de ma génération et la génération du dessus. Deuxièmement, vous avez un certain nombre d'alliés dans la génération du dessus. Ne vous enfermez pas dans une espèce de procès sur la génération d'avant qui dit vous avez tout raté, vous n'avez rien à nous apprendre. C'est pas vrai, il y a des alliés. J'espère que j'en fais partie, puis il y en a d'autres. Voilà. Cherchez des alliés et construisons ensemble la société de demain. Merci beaucoup Gaël Giraud d'avoir été ce matin notre grand invité. Allez, on rappelle votre dernier livre ? Mon dernier livre, c'est Illusions financières, aux éditions de l'Atelier, où vous avez le lien entre la crise financière de 2008 et la transition écologique. Voilà, merci beaucoup. Et puis ce colloque se poursuit jusqu'à demain. Ça se passe à l'UNESCO et c'est organisé par les Jésuites du CERAS. Merci à vous et belle journée. Merci.